Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, je viens de rentrer chez moi à Bali et ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait une vidéo. Je suis content de reprendre un petit peu le rythme. Je ne sais pas si tu es allé voir ma dernière vidéo dans laquelle je te présentais justement que j'étais en France pour une durée de 1 mois. Et c'était quoi le but de ces 1 mois? C'était un petit peu de profiter de la famille, etc., de faire un break et surtout d'aller voir certaines boîtes avec lesquelles je travaille et que j'ai accompagné sur des sujets IA. Et suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à me dire « Mike, tu peux nous partager un petit peu plus ce changement, ce switch, etc. » C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais te partager tout ça et tu vas voir, il y a énormément de choses qui vont changer sur cette chaîne. C'est parti. All these rags bumming in, they bumming in. Hold up, ay, count my guap, count my guap. Can I stop coming in, coming in? Put up in a drop top, she dropped it. I put up in a drop top, she dropped it. My diamonds dancing, hot skies, they holding it. My diamonds. Allez, je me suis posé ici, petite vidéo non scriptée, cool, à la cool, où je vais te partager un petit peu tout ça. Déjà, première chose, je reviens de France et en ce moment, c'est la canicule. Et c'est vrai qu'on a un débat du type clim ou pas clim. Bon, ici, tu vois, on est à Bali, il n'y a pas de débat. Il y a la clim qui est allumée partout. Et pourquoi je te fais cette petite introduction à propos de clim ou pas clim? Parce que, dans le reste du monde, en fait, on ne se pose pas la question de clim ou pas clim. Et c'est un petit peu le problème en France, c'est qu'on a ce type de débat qui en fait finalement amène à pas grand chose. Et pourquoi je te fais ce parallèle? C'est parce que on a un petit peu le même type de débat parfois avec l'IA. Faut-il ou non utiliser l'IA, développer les LLM, etc. En France, etc. Il y avait récemment je crois que c'était une interview ou c'était pas une interview, je crois qu'il était passé, le président de Mistral était passé à l'Assemblée, non pas à l'Assemblée nationale, là, quand ils font des convocations. Là. Je crois qu'on appelle ça une enquête parlementaire ou je sais plus quoi. Bref, vous allez mettre en description ce type. Alors j'ai une lampe là qui est en mode candle, là, donc je sais pas ce que ça va donner en termes de résultats de cette vidéo. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, on a eu le président de Mistral qui a dit, en France, c'est vrai et en Europe, on se pose ce type de questions à propos de l'IA, alors que dans d'autres pays, on ne se pose pas de questions. Et surtout, ça donne quoi? Ça donne que nous, à notre échelle, on a très peu d'impact. Et derrière, les autres personnes, les autres pays, les autres entités, elles avancent. Et on est en train, comme ça, de se prendre une petite distance en France avec tous ces sujets. Et je voulais introduire cette vidéo un petit peu avec ça. Donc finalement, je te disais, je suis allé en France, je suis allé accompagner quelques boîtes, etc. Et je voudrais te partager un petit peu quelques retours par rapport à ça. Alors j'ai cette lampe là j'aurais dû bien la régler parce que là ça me perturbe. Premier retour, après avoir vu justement quelques boîtes. Alors pour rappel, tu peux aller voir la vidéo précédente. C'est des boîtes que j'avais déjà accompagnées à distance à Bali et que je voulais aller voir. Je suis allé voir aussi des anciens collègues et aussi des nouvelles boîtes. Donc comme ça, j'ai vu un petit peu différents panels. Et la première chose un petit peu que nous, développeurs, on devrait un petit peu faire attention, c'est que je pense qu'on se trompe de débat. Tu es peut-être sur LinkedIn, tu es peut-être sur X, tu es peut-être sur YouTube à regarder comme ça. Et moi, le premier, je participe à ça. À faire des vidéos sur la sortie du dernier modèle, Fable 5, Opus 4.8, la nouvelle fonctionnalité de Claude Code qui permet de faire des loops, etc., etc. Et en fait, je pense que les boîtes, se posent pas ce genre de questions. En fait, ça, c'est un truc très orienté sur les devs qui sont sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Dans la réalité, pour elles, tout ce qui est alors je ne peux pas faire des généralités, mais du peu que j'ai vu, c'est que en fait pour les boîtes, les LLM c'est devenu de plus en plus, ça devient en fait une commodité tout simplement. Ça veut dire que aujourd'hui, de la même manière que tu te poses pas la question c'est qui mon fournisseur d'électricité, les boîtes en fait elles s'en foutent un petit peu d'avoir du GPT 5.6 ou de l'Opus 4.8, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire que en fait tu peux, tout est
plus ou moins interchangeables. Alors bien sûr que avoir un bon modèle, ça fait une différence par rapport au modèle un petit peu à l'ancienne, mais maintenant on arrive un petit peu à un plateau, on arrive à un moment où franchement, quand tu utilises du Opus 4.8 ou du GPT 5.5, eh bien la différence, elle est vraiment minime et tu le vois sur les benches, etc. Et donc c'est pas forcément sur ça que ça se joue. Et nous, en tant que développeurs, eh bien on est là à courir derrière ces petits sucres de nouveautés. Et derrière, concrètement, ça c'est un truc de développeur, c'est un truc d'influenceur sur les réseaux, parce que ça marche, on aime bien. Même moi, je suis le premier à en parler, je suis le premier à regarder, mais clairement, c'est pas là que la différence se fait. En tout cas, dans les boîtes, pour elles, ça fait pas grand-chose. Elles peuvent switcher à tout moment d'un copilote à Codex, à Claude, etc. Pour elles, eh bien, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Deuxième changement aussi que je vois pas mal, et là, il va falloir vraiment, alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo précédente, c'est que on va de plus en plus vers un changement où, en fait, historiquement, comment l'IA est arrivée chez les développeurs ? Eh bien, historiquement, eh bien, on avait des équipes, des développeurs, et finalement, les développeurs, historiquement, on leur donnait des choses à faire, et puis ils se mettaient à développer leurs fonctionnalités, etc., etc. Puis l'IA est arrivée. Au début, ils se sont aidés un petit peu de ChatGPT en chatbot. Bon, très bien, ils posaient des questions, ils avaient des réponses, ils copiaient, collaient un petit peu le code. Ensuite, il y a eu Cursor qui est arrivé, Claude Code, etc. Et chaque développeur faisait pareil qu'avant, mais au lieu de développer lui-même les choses, en fait, il déléguait ça à un LLM, que ce soit à Claude Code, que ce soit à Codex, que ce soit, peu importe en fait, de manière unitaire, on va dire, chaque développeur un petit peu, dans son coin, utiliser l'IA. Ça, c'est en train de changer. Je dirais que maintenant, c'est en train de switcher vers deux types de boîtes. Tu as les boîtes qui n'ont pas vraiment capté ce changement-là et qui laissent plus ou moins les développeurs, et c'est peut-être le cas dans ta boîte, qui laissent plus ou moins les développeurs faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire en gros on leur dit bon, attention quand même aux données critiques, mais dans les grandes lignes, si tu préfères Claude Code, utilise Claude Code, si toi tu préfères, Cursor, utilise Cursor, etc. Et tu as pour le coup, chaque développeur utilise un petit peu à sa sauce l'outil qu'il préfère. Et il y a un terme là-dedans, on appelle ça le shadow IT. Ça vient dans l'IT du fait que chaque personne au sein de la boîte utilise des outils un petit peu différents. Il y a un terme qui est arrivé autour de ça, c'est le shadow AI. L'idée, c'est que chaque personne dans la boîte utilise l'IA un petit peu à sa sauce et finalement, il n'y a rien d'uniformisé, il n'y a rien de carré, etc. Et pour faire un petit peu le parallèle, nous, on est développeurs, et je pense que tu connais peut-être ça dans ta boîte, je veux dire, moi, j'ai vu pas mal de boîtes où à l'intérieur, tu as des équipes, tu as des projets, parfois tu as 5 projets, parfois tu en as 10, parfois tu en as 30, et tu as peut-être connu ça à une certaine période où chaque équipe, chaque développeur utilise un petit peu. Alors tu as une équipe qui va dire moi j'utilise tel stack parce que c'est à la mode, moi j'en utilise une autre, etc. Et on sait très bien, si tu veux faire des économies d'échelle, il faut uniformiser tout ça. Et moi je l'ai vu dans pas mal de missions, sur des gros projets en banque, finance, assurance, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Soit on a des frameworks internes, des outils internes, des méthodologies internes, et tu arrives à développer sur une trentaine de projets, et tout le monde a la même manière de développer. Les développeurs sont interchangeables, tu peux les changer de projet, ils connaissent la stack, ils connaissent les outils, etc. C'est la même chose en fait qui est en train en fait d'arriver en fait dans les boîtes. C'est-à-dire que tu as les boîtes qui, elles laissent les développeurs faire mumus dans leur coin avec l'IA, ça c'est le premier type de boîte, et les boîtes en fait qui ont compris justement la puissance de l'IA, et en fait chez les boîtes, l'intérêt c'est pas est-ce que Fable 5 c'est bien ou pas. L'intérêt dans ce type de boîte, c'est comment j'économise de l'argent, point barre. En fait, la réalité, c'est est-ce que je gagne de l'argent ou pas? Est-ce que j'économise? Un développeur, ça coûte cher. Prendre plein de développeurs, ça coûte cher. Et l'idée, c'est, au lieu d'avoir des trucs un peu hétérogènes, on va dire, l'idée, c'est d'économiser avec des process standards. Et les boîtes, en fait, maintenant, qui veulent utiliser l'IA à fond, sont de plus en plus en train de mettre ça en place. Et c'est très difficile aujourd'hui, justement, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo un petit peu précédente, de mettre ça en place, c'est-à-dire de trouver les profils qui sont capables en fait de mettre ça en place. Et je dirais qu'il n'y a pas forcément de
il n'y a pas de méthodologie unique pour ce genre de choses. Je veux dire, aujourd'hui, si tu prends un projet, même si tous les projets IT ont plus ou moins la même structure, ça veut dire que tu as ceux qui vont concevoir le produit, qui vont faire des specs, qui vont faire des user stories, faire des fiches Jira par exemple pour chaque développeur, etc. Puis le développeur, il va développer la fonctionnalité, il va committer, il va faire une revue de code, il va merger, il va déployer sur la pré-production, production, etc. Enfin, ce cycle, il est relativement classique dans toutes les boîtes, mais chaque boîte a une manière unique en fait d'avoir ce cycle-là. Et bien aujourd'hui, c'est un petit peu la même manière, c'est-à-dire qu'il y a autant de workflows différents dans chaque boîte dans le monde, même si c'est plus ou moins la même chose à chaque fois, et bien ces boîtes-là veulent garder leur même process, plus ou moins le même process, c'est-à-dire avoir un peu la même manière de fonctionner, ils peuvent pivoter un petit peu, changer un petit peu, mais tout ça en utilisant l'IA. Ça veut dire de la spécification au développement, à la revue de code, à la gestion des bugs, des anomalies, des retours, des livraisons, des pull requests, des merges, de tout ça. Et ça, c'est le gros switch vraiment que j'ai vu cette année. Et je pense que la première étape, en tout cas si tu es développeur, parce que je m'adresse quand même à une chaîne de développeurs, le premier point que tu devrais avoir en tête, c'est toi à titre personnel, comment déjà tu utilises l'IA personnellement. Je pense que c'est le premier point de départ, mais ça c'est que le début de la chose. Je veux dire, oui, tu sais utiliser Cursor, Claude Code, tu connais c'est quoi un skills, tu sais utiliser tout ça en tant que dev, tu sais prompter, tu sais utiliser les basiques. Voilà, donc ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point que tu dois te poser comme question, et ça va pas dépendre que de toi, ça va dépendre aussi du projet, de l'équipe, t'as qui au-dessus de toi, etc. C'est comment toi, tu es capable de t'intégrer correctement dans un workflow IA plus large. Et il ne faut pas être le développeur qui est « Ah non, mais moi, j'utilise que ça, moi, c'est comme ci, c'est comme ça ». Il faut justement que tu saches t'intégrer dans ce type d'équipe. Et j'ai vu des appels d'offres, j'ai vu des missions où on cherche des développeurs capables de s'intégrer dans ce type de mission. Et donc aujourd'hui, si toi, tu ne sais pas t'intégrer dans ce type de mission, eh ben, ça va être un petit peu compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Savoir, en tant que développeur, maîtriser les outils IA, savoir s'intégrer dans une équipe IA. Et surtout, pour moi, là où je vois énormément de demandes et où il y a énormément de valeur ajoutée, c'est comment aider les boîtes à restructurer leur workflow IA sur les projets IT. Alors, je ne parle pas de tout le workflow des boîtes, on ne va pas toucher à la compta, je parle uniquement en fait de la partie IT, développeur, etc. Donc tout ce que tu connais plus ou moins déjà, si tu es développeur, je veux dire, tu sais d'où vient la demande, tu sais comment la traiter, tu sais la chiffrer, tu sais développer, tu sais pusher, tu sais merger, tu sais faire des revues de code, etc., etc. Eh bien, ça, c'est le gros truc que j'ai vu en fait en venant en France. Il y a une énorme demande là-dessus et surtout une demande d'uniformisation. Je parlais récemment avec quelqu'un là qui était sur un projet où ils avaient 40 de devs avec, je sais plus, je crois 5 ou 10 équipes, j'ai plus le nombre exact. Ils avaient plus ou moins des technos unifiés. Il y en avait qui avaient des trucs un petit peu différents, mais peu importe. Que tu aies des technos différents ou pas, le sujet, c'est qu'ils voulaient avoir en fait des rules, des skills, des process unifiés au sein de la boîte. Qu'un gars fasse du C++ ou qu'un autre il fasse du React, et bien derrière, ils veulent avoir les process de développement, de vérification, de déploiement, etc. full IA. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose sur laquelle, si tu as envie de level up un petit peu dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, c'est le profil qu'on va chercher de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le profil dev simple, eh ben, malheureusement, il aura tendance à disparaître. On le voit, les juniors, ils ne sont plus là, ils ont tendance à disparaître. Les profils faiblement on va dire, formés ou un faible niveau, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, bah, ils ont tendance à sauter, on ne recrute plus les devs juniors, les tâches d'intégrateur simple, les tâches même de dev front-end simple, on n'en a plus besoin. À une époque, on recrutait des devs pour faire ce que fait Cloud Design, même pas, et encore, 10% de ce que fait Cloud Design à l'époque. Et aujourd'hui, on a Cloud Design, il n'y a plus besoin de
de ces développeurs à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, si tu prends ça existe toujours les designers, mais sur des choses hyper poussées, hyper quali, des seniors en fait. Hein. Donc voilà un petit peu, je pars un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais te partager un petit peu ça. Pardon, à chaud là, je viens juste de rentrer. Et du coup, c'est vrai que ça va réorienter un petit peu le contenu que je vais faire sur ma chaîne, parce que c'est vrai que les petits sucres, c'est sympa. Claude vient de sortir le modèle Fable, cela, j'en parlerai toujours parce que c'est hyper important, mais je pense que la vraie valeur ajoutée, elle est sur autre chose. Et le problème, c'est que ce autre chose, ce n'est pas des sujets qui font forcément beaucoup de vues, ce n'est pas des sujets qui sont viraux, entre guillemets, mais c'est des sujets qui risquent de plaire à une niche, à ceux justement qui ont envie d'évoluer vers ce type de mission-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est le truc qui me botte en ce moment. Ça m'a fait du bien de revenir sur le terrain. Ça m'a fait du bien d'aller voir des boîtes, du concret, parce que quand tu es solopreneur, quand tu es dans ton coin, eh bien, tout ça, ça reste des choses qui fonctionnent pour solopreneurs, pour personnes un petit peu indépendantes, mais là où il y a la grosse valeur ajoutée, c'est les boîtes, c'est le B2B, c'est là qu'il y a de l'argent en fait, c'est là où les budgets sont énormes, c'est là où moi je ne veux pas rentrer dans les détails des devis que je fais, mais on est sur c'est des 50K, c'est des 60K, des 70K. C'est des gros devis, c'est pas en travaillant avec un solopreneur dans son coin que tu auras ce type de devis, de prestations, de cotation. Donc voilà, il y a de l'argent à se faire là-dedans. Le poste de dev, il est en sursis, il est de plus en plus risqué et les amis, je vous partage ça, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous partagerai de plus en plus des choses qui vont dans ce sens-là au fur et à mesure que j'ai des informations intéressantes à vous partager. Bien sûr, je vous partagerai toujours des choses sur l'IA en règle générale, sur le code, je suis toujours là, mais clairement, ça sera plus orienté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'arrête ici. Tiens, je te mettrai le lien vers la vidéo, je ne sais pas si elle est sortie, sur justement la fin des SaaS, la mort un petit peu des SaaS. Les SaaS sont en train de couler et si tu es développeur et que tu as eu un petit peu cette lubie comme moi j'ai eu de te dire le dev c'est un peu mort, je vais essayer de monter mon SaaS, essayer d'avoir mon side project, etc. Eh bien, je vais te présenter dans cette vidéo les 2, 3, 4 chemins alternatifs. Le SaaS est toujours dedans, mais ça dépend. C'est pas tous les SaaS, c'est certains types de SaaS. Bref, si la vidéo est sortie, elle apparaîtra. Si elle n'est pas encore sortie, t'attends un petit peu, elle sera affichée plus tard. Allez, ciao, ciao, je te laisse. À plus pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne, commentaire, etc. Ciao, ciao.